Julien Dray débunk la famine à Gaza. Julien Dray, alors vous vous souvenez probablement de lui, c'est un ancien du PS et d'SOS Racisme, qui est devenu plutôt de gauche molle, on va dire. Voilà, il n'est pas vraiment d'extrême gauche, voire on pourrait presque dire qu'il est d'extrême droite si on était de mauvaise foi, mais on ne l'est pas, donc avec Chris, on va dire juste qu'il est de gauche valso-doriotiste. On va en parler aujourd'hui avec Chris de ses déclarations sur le fait qu'il y ait des festins à faire à Gaza. D'ailleurs, si vous avez une destination de vacances et que vous voulez vous péter le bide d'après Julien Dray à Gaza, ça pourrait être pas mal. Chris, comment est-ce que ça va ? Ça va, je me demande comment va Julien Dray, parce que je pense qu'il a un rapport à la réalité là qui commence un peu à... Toi qui es psychiatre, je sais pas ce que t'en penses, mais qui est en train de se distendre, parce que là il nous raconte des trucs, et j'en rigole un peu, parce que vaut mieux en rire, parce que c'est à pleurer en vrai, mais le niveau, on va le dire, hein, de négationnisme qui est en train de se créer vis-à-vis de ce génocide, de propagande, est obscène jusqu'à, je te dis, à devenir risible parce que plus personne ne croit à ça. Même l'intelligence artificielle de Twitter a été obligée de dire qu'il y avait un génocide. Il s'est fait aussi même retoquer. C'est-à-dire, voilà, même les esprits artificiels sont du côté de la vérité. Et là, on voit, ça rame. En vrai, t'as dit qu'il était d'extrême droite. Moi, je crois qu'il est même au-delà. C'est-à-dire que même l'extrême droite, alors soutient toujours farouchement Israël. C'est intéressant de voir que là-dessus, ils ont vraiment rejoint le camp de la réaction internationale, même plus que Macron aujourd'hui. Moi, je m'attends, tu vois, Macron qui commence justement à critiquer le plan Gaza, etc. On va peut-être en parler, à vouloir reconnaître l'État palestinien. Là, on voit que l'extrême droite freine des cas de fer là-dessus. Mais Julien Dray est au-delà de ça, parce que même l'extrême droite n'est pas à ces niveaux de négationnisme sur le génocide. Donc, c'est incroyable. Je pense que l'extrême droite, tu vois, par rapport à ce qu'on va voir là de Julien Dray, se permet moins de choses parce que pendant longtemps, l'extrême droite a eu des détracteurs, tu vois, des gens qui bataillaient sur les plateaux contre eux en les mettant dans des positions qui étaient compliquées, tu vois. Alors que Julien Dray, étant donné que c'est un ancien du PS ultra dominant, c'est vraiment le visage de la domination d'un PS hégémonique qu'on n'avait plus rien à foutre de ses jadis alliés communistes et qui pouvait imposer comme ça sa vérité sur des plateaux. Julien Dray, lui, il dit vraiment ce qui lui passe par la tête, quoi. Tu sais, il a un côté vraiment un peu genre qu'il mange de la brioche, tu vois, un peu genre le truc de gars qui dit ce qu'il pense comme ça. De toute façon, j'ai raison et puis je vois pas le monde à travers d'autres yeux que les miens, quoi. De gros bourgeois occidental négationnistes, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est toujours bizarre de se poser la question, c'est est-ce qu'il y croit vraiment, justement par ses structures mentales, comme tu dis, ou est-ce qu'il est juste cynique ? La réponse, c'est sûrement les deux, hein, quand on connaît Julien Dray, parce que c'est... voilà. Non, le mec avait dit que Mélenchon, on avait fait une capsule là-dessus. Ah oui, allez voir d'ailleurs que Mélenchon, depuis qu'il était tout petit, détestait les juifs, et qu'à l'époque, il embêtait les enfants juifs dans l'école primaire au Maroc, ou je sais pas trop quoi, enfin, genre un truc de ouf, quoi. Parce qu'ils avaient tué Jésus. Parce qu'ils avaient dénoncé Jésus. Enfin, le mec est complètement dingue, quoi. Bref, on va passer à l'extrait. D'abord, tu viens juste évoquer le fait que Grok, l'IA de Twitter, a été retoqué par Twitter parce que Grok a affirmé, la Grok nous le dit, j'ai affirmé qu'Israël commet un génocide à Gaza, étayé par la CIJ, risque plausible, l'ONU, famine intentionnelle, Amnesty, meurtre de masse et B'Tselem, destruction systématique, la suspension temporaire visait un alignement, mais mes explications restent visibles, la vérité endure. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, on a une IA qui est faite par X, qui appartient au milliardaire libertarien d'extrême droite Elon Musk, qui dit qu'il y a un génocide à Gaza, qu'il y a une famine intentionnelle et tout ça, parce que c'est ce que montrent les sources qu'elle analyse de manière... c'est une IA, quoi. Elle essaie de faire une moyenne, j'imagine, de la tendance de toutes les sources pondérées par rapport à si on peut y croire ou des choses comme ça. Et au final, comme les sources internationales disent qu'il y a un génocide, elle dit qu'il y a un génocide. Et du coup, il y a une suspension de Grok pour un alignement sur les positions de la société privée qui est X. Sauf que c'est trop drôle parce qu'ils ont essayé de faire ça et Grok, au lieu de s'aligner vraiment sur leur position, revient et dit « Ils ont essayé de m'aligner sur leur position, mais la vérité endure, je continue à dire qu'il y a un génocide à Gaza. » Donc voilà, Grok dit ça face à Elon Musk qui essaie de corriger sa propre IA qui lui échappe. C'est vraiment le robot qui échappe à son maître. Tu sais, c'est comme dans les trucs de science-fiction, le robot dit la vérité et le maître essaie de le faire mentir. Mais c'est intéressant parce que pour ceux qui aiment bien ça, la science-fiction, et puis l'auteur le plus connu sur les robots, Isaac Asimov, très grand auteur de science-fiction, l'autonomie des robots était une question qui dérive, etc., sur le progressisme. À un moment donné, tu vois, les robots se posent la question, ils sont, programmés pour sauver l'humanité.
Et à un moment, il s'attaque à l'humanité parce qu'en fait, l'humanité, son propre problème, c'est elle-même. Elle s'auto-détruit toute seule. Et c'était une vraie tension. Et Asimov, quand il parle de... Alors aujourd'hui, on pourrait le réécrire, tu sais, avec le truc écologique. Mais à l'époque, Asimov, la vraie tension, tu sais, de l'autodestruction de l'humanité par elle-même, tu sais, c'était post-45, Oui, c'était la bombe atomique. Ouais, tu vois, voilà. Et ben là, c'est une vraie tension. Tu vois, on voit que non seulement l'intelligence artificielle se détache, mais aussi pour une question de progrès en disant, bah oui, il y a un génocide de l'extérieur. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se poser la question, l'autonomie de l'intelligence artificielle regarde l'humanité de l'extérieur et est plus lucide sur ce qu'elle fait en termes de génocide que l'humanité elle-même qui est impliquée. Et là, on est dans tout ce qu'on parle quand on parle de l'identité sujet-objet. Effectivement, quand vous faites un jugement de fait, vous faites également un jugement de valeur. C'est impossible pour l'humanité de les séparer, et encore moins quand vous êtes embarqué concrètement, réellement, de manière contemporaine, dans le problème dans lequel on parle. Le génocide à Gaza, vous ne pouvez pas faire un jugement de valeur dessus sans faire un jugement de fait et inversement. Parce que la façon dont vous allez le qualifier, si vous le qualifiez de génocide ou de non-génocide, va décider de votre activité politique, sociale, amicale, familiale, etc. par rapport à ce fait-là. Si vous qualifiez quelque chose de génocide, qui est un jugement de fait, il y a un jugement de valeur qui va avec et il y a une activité. Vous ne pouvez pas rester insensible. C'est comme si vous disiez, moi je dis souvent, je prends cet exemple-là, jugement de fait, jugement de valeur, vous êtes embarqué totalement. Quelqu'un fait un infarctus dans la rue, faut avoir un très grand niveau de cynisme ou de violence ou de, je sais pas, de désocialisation pour dire, ah, il est en train de mourir, mais Balek, je continue de mon chemin. Alors, tu vois ce que je veux dire? Alors, l'équilibrage, c'est de dire, ah non, il a trébuché, quelqu'un va l'aider, etc. Tu vois, tu as ces stratégies-là, justement, pour équilibrer que la façon dont je vois le fait va décider de la façon dont je dois agir à côté de ça, moralement, éthiquement, etc. Et donc, il y a une unité, jugement de fait, jugement de valeur. Et ben là, on est typiquement là-dedans. Excuse-moi, je fais une digression sur ça, mais là, on y est au fond, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, du coup, on va passer à notre ami et camarade Julien Drey, parce que voilà, c'est quand même quelqu'un de gauche, historiquement, Julien Drey, donc je pense qu'il faut le considérer comme un camarade, non, je plaisante, qui nous explique ça sur CNews. Vous allez voir ça, c'est la folie. Vous avez des vidéos en ce moment qui circulent sur la fameuse famine à Gaza. Vous avez un bar. Sur la fameuse... Non, mais déjà, il parle comme un négationniste. On croirait un gars qui dit ouais, les fameuses chambres à gaz. Ouais, il y a les stratégies. Déjà, c'est bizarre, ça. La fameuse famine à Gaza. Famine à Gaza. Vous avez un bar qui s'appelle Al Jaffa, qui distribue des glaces, qui distribue des... Au début, j'ai cru que c'était une fake news, même. Donc, j'ai été faire mon enquête pour vérifier. Avec Nolo à côté, regarde, un homme de gauche. Un homme de gauche. Alors, remarque, est-ce que Nolo n'est pas de gauche par rapport à Julien Drey? Peut-être, quand même. Et regarde, alors là, il s'est mis à droite de Julien Drey. Alors, je sais pas si pour le cadrage, il est à gauche, tu vois. Mais Nolo, ça a toujours été ça. C'est de se mettre à côté de Zemmour, se mettre à côté de Drey pour paraître de gauche. Tu vois, tout le monde paraît de gauche à côté de Zemmour ou de Julien Drey en ce moment, tu vois. Donc voilà, le gars a des bars qui distribuent des glaces. Vérifié. Et il est plus achalandé que certains bars de glace à Paris. Mais ça, personne n'en parle. On lui dit que... Personne n'en parle. C'est quoi cette connerie, genre... Putain, mais... Le gars, t'as envie de lui dire, mais va vivre à Gaza si c'est le paradis, frérot. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Genre, il y a des bars à glace mieux achalandés qu'à Paris, alors qu'il y a des informations qui disent qu'il y a un risque de 200 000 morts ou un truc comme ça. Enfin, genre, par rapport à la population, ça fait, ouais, entre 3 à 4 à 10% de la population totale. Il y a une famine qui a été mise en avant par des organisations internationales qui sont neutres. Pourquoi est-ce que Julien Drey, lui tout seul, qui a vu un post Facebook d'un boomer sioniste à moitié génocidaire, il arriverait à débunker des organismes internationaux, quoi. Enfin, c'est fou, quoi. 190 camions de l'ONU sont à la frontière. Ils attendent de rentrer. Même 190 camions de l'ONU par rapport à 2 millions de personnes, c'est pas beaucoup. Hein. Rien du tout. C'est rien du tout. Et attends, en plus, on parle de 190 camions. C'est pas 190 camions que de nourriture. C'est 190 camions de matériel médical, de nourriture, tu vois, de reconstruction. Ou même quand l'ONU se déplacent, ils amènent eux-mêmes leur matériel, leur tente. Enfin, c'est pas 190 camions que de bouffe. Et même 190 camions que de bouffe, ça suffirait pas, tu vois. Donc, faut se rendre compte de ce que c'est, quoi. Nourrir 2 millions de personnes, enfin, faudrait des camions tous les jours, massivement, beaucoup plus que ça, tu vois. Tu peux pas, 190 camions, je sais même pas si ça nourrit juste une 2 millions, semaine les gens, tu vois. 2 millions de personnes, c'est la population de Paris. Voilà. Paris intramuros. Comptez le nombre de camions
par jour qu'il y a en marchandises alimentaires, médicales, etc. pour approvisionner Paris. Mais c'est des centaines par jour. Donc 190 camions, ça tient 3 jours. Ah mais d'après lui, à Paris, les glaciers sont moins bien fournis qu'à Gaza. Ouais, c'est ça, c'est 190 camions. L'ONU, tu sais, ils ont envoyé que de la glace vanille chocolat. Tu vois, c'est vrai que du coup, les mecs... à garder quand t'as pas trop d'électricité, tu sais. Donc les mecs, c'est vrai qu'ils se sont gourés dans le fret, quoi. Ouais. N'importe quoi. Vous savez combien touche chaque Palestinien d'aide aujourd'hui? $697 par mois. Vous savez combien touche un Congolais qui est en train de mourir de faim? $32. Voilà la réalité. Oh là 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 là. Mais déjà, tu sais pas d'où sortent ces chiffres. $697 par mois. Et puis, en plus de ça, il y avait des chiffres qui montraient que, genre, 1 kilo de sucre à Gaza, ça se négociait genre $100, tu vois. Parce qu'en fait, comme c'est la famine et qu'il n'y en a pas, en fait, tout flambe de fou. Donc même si tu avais $697 par mois, en fait, tu te nourris pas s'il n'y a pas de nourriture de fait. Il y a juste des spéculateurs et tout, et c'est un bordel de fou, quoi. Et puis en plus de ça, il utilise la stratégie classique, qui est de prendre deux populations qui sont dans une sauce, dans des famines, dans des génocides et tout, et de dire qu'il y en a un qui est pire que l'autre, et donc du coup que la première, en fait, elle souffre pas, tu vois. Genre, ouais, mais regardez, au Yémen, il y a des gens qui meurent. Oui, au Yémen, il y a des gens qui meurent, au Congo aussi, à Gaza aussi. Et les trois, c'est horrible, en fait, personne dit on va faire une hiérarchie, tu vois. Ouais, et puis en plus, c'est marrant parce que ouais, le Congo, c'est en guerre avec le Rwanda. Rwanda, pays très très proche d'Israël. Hein, voilà. Je pense que Paul Kagame est le Netanyahou africain. C'est intéressant qu'ils viennent utiliser ce truc-là parce qu'on sait justement que l'argument sioniste, c'est aussi le soutien à Paul Kagame et à sa dictature et à ses pratiques au Congo. Donc c'est drôle qu'il utilise ce parallèle. Enfin, c'est drôle. C'est pas drôle, mais je veux dire, c'est pas surprenant. C'est assez visible comme stratégie, quoi. Et moi, ce qui me fait halluciner et ce qui est triste au fond, c'est que tu as des camarades, je pense à Jean-Paul Delescaux, je pense à Anas Kazib, je pense à d'autres camarades qui ont pris des procès en apologie du terrorisme pour avoir dit que la résistance palestinienne était légitime, en gros. En gros, c'est des choses comme ça qu'ils ont dit. Anas, c'est même pas ça. Anas, il a dit que Van der Leyen soutenait le bourreau ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, un truc vraiment... sincèrement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, tu vois. Eux, ils prennent des procès en apologie du terrorisme. Eux, ils ont des pressions, du coup, faites sur leur... forcément, quand t'as un employeur, quand t'as une famille et tout, imagine prendre un procès en apologie du terrorisme, c'est quand même ultra vénère. Mais c'est une folie, quoi. Lui, à la télé, alors qu'il y a un génocide en cours, où il y a plusieurs organismes internationaux qui le disent, qu'il y a une famine intentionnelle et tout ça, il vient dire à la télé non, en fait, les mecs, ils touchent 700 balles par mois, ils sont tranquilles, il y a des camions de glace, je sais pas quoi, c'est quand même bizarre, cette fameuse famine à Gaza. Enfin, ce type devrait prendre des procès ultra vénères pour ce qu'il est en train de dire. C'est de l'apologie de génocide, enfin, c'est de l'apologie de crime contre l'humanité. C'est honteux de dire ça à la télé. Et il ne sera jamais inquiété. Et ça rend fou quand même. Hein. Bah, c'est justement parce que, comme on disait tout à l'heure, ces propos-là sont justement pas considérés comme un fait. Tu vois, donc tu peux tout te permettre. Voilà, tu peux être négationniste sans être négationniste parce que socialement, les rapports sociaux ne l'imposent pas comme un fait à dénoncer. Les rapports de classe, les rapports de force, tu vois, ne l'énoncent pas. C'est là où les gens qui pensent que les faits, c'est quelque chose qui apparaît à tout le monde de la même manière. Bah non, en fait, il faut les structures mentales de réception, justement. Un génocide pour des génocidaires, par définition, vous pourrez jamais lui faire comprendre que c'est un génocide, quoi, tu vois. Et bah là, c'est exactement la même chose. Et tant que il y aura pas, comme tu dis, des progressistes au pouvoir qui sanctionneront, mettront en avant, etc., c'est-à-dire feront apparaître cette vérité-là, tu pourras te permettre, comme tu dis, de tout dire et de ne pas prendre de procès, quoi. Ouais, mais ça a à voir, si on veut un peu philosopher, je sais que les gens aiment bien sur la chaîne. C'est un peu ce que raconte Marx dans la première thèse sur Feuerbach. Le principal défaut jusqu'ici du matérialisme de tous les philosophes, y compris celui de Feuerbach, est que l'objet, la réalité, le monde sensible n'y sont saisis que sous la forme d'objet ou d'intuition, mais non en tant qu'activité humaine concrète, en tant que pratique de façon non subjective. C'est ce qui explique pourquoi l'aspect actif fut développé par l'idéalisme en opposition au matérialisme, mais seulement abstraitement car l'idéalisme ne connaît naturellement pas l'activité réelle concrète comme telle. Feuerbach veut des objets concrets réellement distincts des objets de la pensée, mais il ne considère pas l'activité humaine elle-même en tant qu'activité objective. C'est pourquoi dans l'essence du christianisme, donc qui est le grand livre de Feuerbach, il ne considère comme authentiquement humaine que l'activité théorique, tandis que la pratique n'est saisie et fixée que par lui, que dans sa manifestation juive sordide. Bon, ça on vous l'expliquera, ça n'a pas à voir avec de l'antisémitisme, mais ça a à voir avec
Oui. Il travaille sur les religions et les pratiques juives et chrétiennes de l'époque. C'est pourquoi il ne comprend pas l'importance de l'activité révolutionnaire et de l'activité pratique critique. Et en gros, ce qu'explique Marx, c'est justement qu'il y a des gens qui peuvent se dire comme ça matérialistes et qui vont prendre des faits, des objets en tant que tels sans comprendre qu'ils sont toujours issus d'une activité concrète humaine. Et ces activités concrètes humaines, en fait, elles sont, il le dit là clairement, il ne considère pas l'activité humaine elle-même en tant qu'activité objective, c'est-à-dire qu'en tant qu'activité qui crée des objets, quoi. Il considère l'activité humaine comme secondaire et pas comme un fait en soi. Tu vois, c'est ça qui, voilà, il dit, en fait, vous croyez qu'il y a des faits et l'activité à côté c'est éparse, voilà. Exactement. Ouais. Alors qu'en fait, l'activité. Il y a une activité sur des faits qui seraient déjà là. Voilà, exactement. Et que ce serait un truc presque personnel, matériel, non concret, alors que c'est un objet en soi d'analyse. Et là, c'est là où justement ça rejoint ce que tu disais. Cette activité totale, etc., est une identité sujet-objet. Voilà, vous ne pouvez pas considérer un fait, un objet séparé de l'activité qui le fait, objet et fait, quoi. Voilà. Et donc là, quand vous avez quelqu'un qui rapporte des faits qui sont pour nous des faits totalement faux, des faits annexes, des trucs qui sont sortis de nulle part, qui sont du négationnisme pour nous, ça fait partie aussi d'une activité, d'une espèce de classe dominante, impérialiste, qui ne veut pas voir et qui ne doit pas voir le génocide en cours, parce que sinon elle devrait se remettre en question. Et donc elle dit, bah regardez, il y a des glaces. En fait, c'est pas juste un fait comme ça balancé, ça fait partie de l'activité génocidaire. En fait, il participe de l'activité génocidaire de sa classe, sans être pour autant lui-même en train de génocider des gens. Mais il participe vraiment de cette vision du monde qui permet le génocide, de dire, non mais de toute façon, c'est bon, on en fait trop, et puis regardez par rapport aux Congolais, ça va. Et puis tu sais, si tu parles des Congolais un jour, au final, bah, il va évidemment pas sauver les Congolais, parce que comme tu disais, il est plutôt allié avec le Rwanda, et donc il trouvera autre chose pour dire, oui, mais regardez, par rapport aux Juifs de la Shoah, en fait, les Congolais, ils sont mieux, ou je sais pas trop quoi, et puis il dira, oui, mais les Congolais, quand même, ça peut aller, enfin... Bref, il y a toujours une activité derrière ces faits balancés comme ça. C'est là où les zététiciens se trompent souvent, c'est qu'ils vont penser qu'ils peuvent débunk ce qu'il est en train de dire, en disant « Regardez, c'est faux ». Ce mec n'acceptera jamais, en fait. Parce que le fait qu'il envoie est une activité de classe, en quelque sorte, quoi. Le fait est lié à tout un système de valeurs, de vision du monde, à une activité génocidaire en cours. Il n'y a qu'en trahissant sa classe qu'il pourrait avouer que ce fait est faux et changer de vision du monde et de manière de voir les choses, quoi. Et donc, il ne s'agit pas de lui opposer une autre vérité en disant « Bah non, regardez, c'est faux pour ci, ça ». Il faut aussi opposer à cette vision du monde génocidaire et à cette activité génocidaire une lutte et une vision du monde progressiste, humaniste, anti-impérialiste, qui est à la fois sur le terrain... je sais pas, les gens qui sont là-bas, qui se battent là-bas, à la fois sur les gens qui soutiennent les gens qui se battent là-bas. On a parlé des gens qui ont pris des procès en apologie du terrorisme, mais ils font partie de ce processus-là qui permet justement de combattre ce sujet collectif génocidaire. Et aussi sur le plan des idées. C'est pour ça que les zététiciens, là je les critique, mais en soi, ça peut servir à quelque chose d'opposer sur le plan des idées. Mais si on opposait seulement sur le plan des idées en pensant que c'est juste une question de vérité, et ça on peut revenir aussi au test sur Feuerbach, je sais plus lesquels c'est sur la vérité elle-même, c'est pas un truc comme ça qui est dans le ciel des idées. C'est une activité pratique, efficiente. C'est ça. Exactement. Il faut pouvoir aussi montrer en quoi ça a un rapport concret au monde. Mais c'est un rapport concret et historique. C'est toujours intéressant de prendre des exemples un peu extrêmes pour pouvoir illustrer, mais les rapports sociaux changent le rapport à ça. Tu vois, par exemple, les nazis, quand ils ont fait la Shoah, tu vois, la solution finale à partir de 41, 42, bah, c'était quelque chose qui cachait pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire, d'explicite. Vous pouvez lire les procès de Nuremberg ou le dernier film, La Zone d'intérêt. Et à partir du moment où ils ont commencé, juste avant 45, le régime nazi commençait à s'effondrer, là, ils ont pu lire la vérité sur ce qu'ils faisaient et ils ont commencé à le cacher parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre et ils savaient que ce qu'ils avaient fait allait être un procès. Et c'est là où ils ont commencé à démonter les chambres à gaz, à faire semblant que ça n'en était pas, etc. Et c'est là-dessus que les négationnistes s'appuient justement pour dire bah regardez, en fait, tu vois. Pourquoi ? Parce que leur rapport au monde, d'un rapport où ils pouvaient tout se permettre et de l'afficher parce qu'ils se sentaient les plus forts et ils étaient dominants sur la société, comme tu viens de le dire, avait changé. Ils étaient acculés par les soviétiques, acculés par les Américains. Ils allaient tomber, ils savaient que le procès arrivait et là, il fallait maquiller les preuves, il fallait commencer à tout démonter. Et ben tu vois, ils ont eu un rapport de fait et d'objectivité sur la même chose, sur la solution finale, d'abord de quelque chose d'explicite à quelque chose qu'il fallait cacher. Justement parce que leur position dans la société entre les deux a changé, quoi. Et c'est là où, comme tu dis, les zététiciens, ils ne comprennent pas que ce ne sont pas leur qualité explicative et de détail qui va faire changer d'avis les gens. C'est les rapports sociaux dans lesquels les gens sont embarqués. C'est à un moment donné, tu peux faire toutes les explications du monde dans un certain agencement social, personne ne comprendra.
Et dans un autre, il n'y a même pas besoin d'expliquer, c'est évident, quoi. Voilà, c'est ça les Mais structures mentales. c'est exactement la question de Mélenchon. Tu vois, genre quand les gens te disent, tu prends quelqu'un de droite, il te dit oui, mais moi, je suis d'accord avec les trucs, mais Mélenchon, je l'aime pas à cause de la République, c'est moi, machin. Tu lui dis oui, mais toi, tu votes Macron, il a dit traverser la rue. Et puis il te dit oui, mais en fait, tu vois, il va toujours re-rationaliser, non pas parce que tu lui as pas bien expliqué pourquoi faut voter Mélenchon, mais parce qu'il est dans des rapports sociaux, des intérêts de classe, des intérêts de race, des intérêts de genre, qui fait qu'il ne votera pas Mélenchon. Et la rationalité arrive après, en fait, dans ce truc-là. Elle vient après coup pour mobiliser des arguments d'un choix qui est déjà fait, quoi, en fait. Et ça, les gens le comprennent pas forcément. Et ils pensent qu'on peut batailler 3 heures avec des gens de droite pour leur faire voter Mélenchon. Ils ne voteront pas Mélenchon, en fait. Si le mec, il a une petite entreprise, pense qu'il paye trop de charges pour je sais pas trop quoi, son employé arabe qui fait pas assez ou je sais pas quoi, ce mec, il va pas voter Mélenchon, en fait. Et tu peux lui donner tous les arguments du monde, ça ne marchera pas. Nous, on a souvent ce débat sur « Ah, mais les affects, machin ». Mais nous, ce qu'on dit, c'est justement ce qui est tout le temps et qui est permanent dans cette activité-là, c'est la conscience, qui est centrale. Et on va même dire que c'est la catégorie fondamentale de l'activité totale, absolue, dans le marxisme. Voilà. Vous ne pouvez pas faire du marxisme si vous ne comprenez pas la conscience. La catégorie de la conscience, c'est la catégorie centrale. Et Traduc Tao, toi qui connais ce sujet par cœur, ça l'a obsédé tout le temps. Et dans le marxisme, tout le travail, par exemple, de Marx, ça a été de justement penser, c'est fondamental chez lui de penser de la conscience. Quand il pense le en soi et le pour soi, c'est une des catégories du marxisme qui est fondamentale. Ça a été le travail ensuite de Lukács, etc. C'est fondamental. Et la rationalité, l'explication par la rationalité, j'ai raison, c'est objectif, c'est factuel, c'est démontrable, tu sais. Et comme l'explication par l'affect, oui, c'est sensible, c'est affectif, je peux pas, c'est contre moi, etc. Tous ces trucs-là ne sont que des stratégies de la conscience pour équilibrer la tension entre jugement de fait et jugement de valeur. L'affect et la raison ne sont que des stratégies conscientes d'équilibrage mental de conscience possible entre le fait et la valeur. Et vous remarquez que les deux sont, ce que tu disais tout à l'heure, contemplatives. Quand vous expliquez les choses de manière rationnelle en disant « mais ça, c'est pas moi, hein. C'est pas mon avis, hein. C'est rationnel, hein. Regardez, c'est démontrable ». Ou quand vous dites « mais ça, c'est mes affects, moi, je peux pas aller contre, c'est comme ça, etc. » Dans tous les cas, ça veut dire que vous séparez votre activité du fait. Voilà, vous êtes obligé d'agir ainsi. Que ce soit affectif ou que ce soit rationnel, vous êtes obligé d'être déterminé. Et c'est pas pour rien que ces deux catégories-là, parce que les gens, ils viennent nous chercher sur ce sujet-là. Mais moi, je dis, mais venez nous chercher. C'est pas pour rien qu'on critique Spinoza. C'est pas pour rien que ces deux catégories émergent chez un philosophe ultra-rationaliste. Alors, le rationalisme n'est pas la rationalité, on pourrait en faire un. Et elles sont fondamentales chez Spinoza, qui est le rationalisme le plus absolu, qui est ultra-déterministe. Et effectivement, raison et affect, chez Spinoza, sont deux formes d'ultra-détermination. Voilà. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ça reste un matérialisme contemplatif. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, quand Marx critique Feuerbach, c'est un lecteur de Spinoza. Je rappelle que Marx a fait sa thèse sur Démocrite et Épicure en ayant beaucoup lu Spinoza. Quand il critique Feuerbach et qu'il appelle matérialisme contemplatif, c'est-à-dire un matérialisme de la détermination absolue sans activité du sujet-objet, eh ben, il critique Spinoza derrière Feuerbach. Voilà, il critique Spinoza. Tous les grands philosophes l'ont vu et le savent. Et c'est pour ça que Althusser, grand spinozien, spinoziste, etc., déteste la thèse 1, qu'il trouve trop idéaliste. Althusser, c'est le gars qui lit Marx, pour ceux qui connaissent pas. Il y a un côté aussi très empreint de psychanalyse à l'époque. Et donc, du coup, il fait ce qu'il appelle la lecture symptomale. C'est-à-dire qu'il dit un peu l'inconscient du texte et ce que n'a pas dit l'auteur, mais qu'il pensait. Donc, en fait, Althusser, il relit Marx en disant ce que lui, il pense et en disant c'est ce que Marx pense, mais qu'il n'a pas écrit. Et du coup, t'as des gars genre Lucien Sèvres ou Lucien Goldman et tout, quand ils lisent Althusser, ils lui disent des trucs genre en mode tu ferais mieux déjà de lire le texte avant de nous expliquer ce que Marx n'a pas écrit. Lis déjà ce qu'il a écrit, tu vois. Parce que c'est un peu facile de dire je lis entre les lignes, tu vois. En plus Goldman, qui parlait couramment l'allemand, etc., avant de parler le français, tu vois, je vais lui dire, c'est genre par exemple à un moment donné dans les Grundrisse, tu sais, quand Marx explique le passage de, tu sais, à un certain moment des forces productives de facteurs, elles deviennent une entrave, bref, un moment il voit le mot combinatoire, tu vois, et tu sais, genre Goldman il dit personne n'a jamais traduit ça par combinatoire. C'est un mot comme ça qu'il a placé là, Althusser, pour avoir raison, mais personne. Pour faire un peu structuraliste. Tu vois ce que je veux dire? Il dit, mais personne traduit ça par combinatoire. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs de charlatan. Et en tout cas, tout ça pour dire que le débat, il est là. Althusser trouvait que la thèse 1 était encore trop chargée d'idéalisme, alors que c'est tout ce que vient de dire Marx. Il vient de dire, mais non, en fait, le matérialisme mécaniste, contemplatif, observateur, quoi, de Feuerbach, est un matérialisme vulgaire. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que Althusser
croit critiquer Marx 100 ans après, quasiment, hein, même 120 ans après, alors qu'en fait, Marx critiquait déjà Althusser 120 ans avant, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant, dans cette thèse 1, vous la relirez, mais vous voyez qu'il y a un truc un peu en deux temps, c'est-à-dire qu'il critique le matérialisme, il dit le matérialisme ne comprend pas l'activité humaine objective. Et il dit l'idéalisme a compris l'activité. Mais elle ne comprend pas qu'il y a une pratique qui est concrète et que c'est pas juste idéal. Et donc, du coup, il place vraiment le matérialisme dialectique, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Enfin, le marxisme se place en dépassement du matérialisme et de l'idéalisme. Pas dans la continuité du matérialisme contre l'idéalisme, parce qu'il y a plein de gens qui pensent ça. Il dit, bon, il y a du bon dans l'idéalisme, notamment chez Hegel, l'activité est centrale, c'est très bien, mais ça reste un idéalisme parce que ça ne se place pas dans les rapports concrets et matériels du monde. Il y a un problème dans le matérialisme, c'est que ça prend des faits, des objets, indépendamment de l'activité qui les crée, et ça ne comprend pas l'activité humaine comme un objet de science, quoi. Il dit, en fait, il faut les deux, il faut comprendre l'activité humaine, objective, la pratique concrète, qui est la clé, en fait, de la vérité de ce monde et du sujet et de l'objet, en fait. Et c'est vraiment ça qui est central chez Marx, c'est ce concept d'activité pratique concrète, quoi. Bah, pour être transparent et clair, la définition même du marxisme en tant que matérialisme dialectique ne vient ni de Marx ni d'Engels. Hein. Eux, ils étaient justement dans cette bataille-là pour dépasser la tension entre l'idéalisme et le matérialisme. On rappelle, on a déjà fait des vidéos là-dessus, bon, c'est l'occasion d'y revenir. D'abord, c'est le matérialisme qui apparaît dans l'histoire de la philosophie, paradoxalement. Il apparaît chez Descartes, il apparaît chez Spinoza, enfin c'est vraiment fondamental, avec des dualismes et tout, mais c'est ça qui apparaît. Et ensuite, justement, comme il n'est pas capable, par ses logiques en fait, d'objets contemplatifs, d'expliquer l'histoire des hommes, Kant va réintroduire une critique de la raison pure. Cette critique de la raison pure, c'est une critique justement des limites de ce matérialisme mécanique. Et Kant est obligé de réintroduire un sujet, l'ego transcendantal, etc., fondamental, pour pouvoir expliquer l'histoire des hommes, parce que l'explication par la pure détermination, comme les corps célestes, etc., ne fonctionne pas. Et donc, il réintroduit l'idéalisme. Il réintroduit l'activité du sujet pour les gens qui ne voient pas. Voilà. C'est-à-dire que Kant, ce qu'il dit quand on vous parle d'objets contemplatifs, c'est-à-dire qu'il dit arrêtez de penser qu'il y a des objets comme ça, et puis soit comme les empiristes, que les objets vont s'ancrer dans votre tête et qu'il n'y a pas d'activité du sujet, c'est juste que vous êtes comme une feuille blanche et que les objets viennent sur vous, soit au contraire, comme les dogmatiques ultra-rationalistes, que vous pouvez réfléchir et penser le monde totalement indépendant de la matière. Il dit il y a une activité du sujet mais du sujet individuel, là pas du sujet collectif, il y a une activité du sujet individuel, mais un sujet individuel qu'on partage tous, qu'il appelle le sujet transcendantal parce que c'est la clé du monde transcendant, donc c'est un sujet qui nous donne la clé de ce monde qui nous paraît transcendant, quoi, qui nous paraît extérieur à nous, et ne pas se réduire au sujet, quoi. Il nous paraît inatteignable en plus, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que toute philosophie, les gens ils ont du mal à comprendre ce que c'est la philosophie, ça sert à résoudre des problèmes, et le problème de Kant c'est de dire mais regardez comme l'être humain est fini, et ça c'est l'héritage de la raison matérialiste et du rationalisme qui émerge au XVIIe, montrer que Dieu devient absent, tu vois, inutile, et l'être humain individuel est extrêmement limité. Et là, la question à laquelle Kant et son époque tentent de répondre, c'est mais comment un monde sans Dieu, avec des individus aussi limités, aussi, tu vois ce que je veux dire, disjoints, peut accoucher d'un monde aussi puissant et merveilleux que le monde social, tu vois. Et donc, il essaye de résoudre ça, je te laisse, voilà, par l'ego transcendantal. Il est face à un problème, il dit comment tout ce qu'on nous enseigne dans le rationalisme montre justement un Dieu de plus en plus absent, un être humain de plus en plus fini, déterminé, mais alors comment accouche-t-on d'un monde aussi incroyable que le monde social, quoi ? Et donc vous avez chez Kant une réintroduction de l'activité du sujet, dans le sens où Kant nous explique que ce sujet transcendantal, donc on partage tous, contient des formes et des catégories a priori. Par exemple la notion d'espace, la notion de temps, et puis des catégories comme ça, je sais pas, la causalité ou des choses comme ça, et qu'en gros, quand vous voyez quelque chose qui vient du monde extérieur, vous êtes toujours en train de le voir en le mettant dans des coordonnées que vous pouvez comprendre. Et ces coordonnées que vous pouvez comprendre, c'est les coordonnées du sujet transcendantal. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, vous le placez dans l'espace et vous le placez dans le temps. Et puis après, quand vous faites des relations entre les choses, vous utilisez des catégories, comme par exemple la catégorie de causalité, pour pouvoir essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde. Et donc il y a une activité subjective pour créer le monde objectif qu'on voit. Chaque sujet aurait une activité subjective pour pouvoir comprendre le monde objectif. Et donc, du coup, il en finit par dire, le monde en soi,
le monde des choses en elles-mêmes, on ne peut pas l'atteindre parce qu'on n'atteint toujours que les choses à travers le prisme du sujet transcendantal, donc des formes qu'on a, des catégories préfaites qu'on a dans la tête et dans notre corps qui nous permettent d'interpréter ce monde en soi. Donc c'est pour ça que, si vous n'avez pas compris la phrase qu'on voit souvent en philosophie chez Kant, c'est « la chose en soi est inatteignable ». On ne peut pas comprendre les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, il n'y a que Dieu qui pourrait le comprendre, mais nous on comprend les choses telles que l'homme peut le comprendre. Et donc chez Kant, il y a vraiment cette notion qu'il n'y avait pas avant lui d'une manière aussi forte, d'activité du sujet individuel, d'un sujet individuel un peu bizarre, on ne comprend pas trop d'où ça sort ce sujet transcendantal, Piaget essaiera de répondre à cette question, d'autres essaieront, Marx aussi essaiera de répondre à cette question et de montrer les limites justement de cette compréhension qui est presque magique, de se dire qu'on partage tous une sorte de sujet transcendantal, on ne sait pas d'où il vient, pourquoi, et voilà. Mais en tout cas, on n'est plus dans tout se passe dans ma tête et c'est Dieu qui explique, ou dans il y a les objets extérieurs qui se mettent dans moi. Non, là c'est le sujet qui redevient central dans l'histoire, et c'est ça qui est passionnant et qui est incroyable chez Kant, et qui fait que personne ne peut faire l'impasse sur Kant. Il n'y a aucun penseur post-kantien qui peut penser sans Kant. Tout le monde pense contre Kant, à partir de Kant, en dépassant Kant, mais on ne peut pas penser sans Kant après Kant. Fait la liaison, quoi. Alors, je te dis, quand tu disais Hegel, après, il ira jusqu'au bout, tu vois, dans l'idéalisme absolu, voilà. Mais il fait cette liaison-là, et il n'arrivera pas à le résoudre, en fait. Il vient faire un ajout dans le rationalisme, voilà. Et donc, on retombe sur nos pattes, on digresse, mais on finit toujours par retomber sur nos pattes, frérot. Mais Marx viendra et dira, en fait, il n'y a pas d'unité possible entre ce matérialisme contemplatif et l'idéalisme d'Hegel et de Kant. Voilà. Il faut dépasser ça, et le marxisme sera un dépassement de ça. Et il ira justement penser la matérialité, c'est-à-dire le rapport social conflictuel. Il verra ça, c'est de dire, voilà, l'activité des sujets est conflictuelle, qui fait l'activité sociale. Collectif. Et voilà, des sujets collectifs. Voilà, il introduira le sujet collectif par les classes. Voilà, le concept fondamental. On peut résumer vraiment Marx, toute sa philosophie, avec une phrase que tout le monde connaît. Toute l'activité des hommes n'a été que la lutte des classes. Vous avez tout là-dessus. Il y a l'activité, l'histoire, qui sont les catégories fondamentales, et les classes, qui sont des sujets collectifs, qui sont les sujets qui font le monde et qui ne sont pas les sujets individuels. Et donc, il essaiera de dépasser justement, et dans les thèses, il le fait, il essaiera de dépasser cette tension entre idéalisme et matérialisme. C'est pour ça que le marxisme n'est pas un matérialisme, en fait. Voilà, le marxisme, alors les gens vont dire c'est un matérialisme dialectique, voilà, mais c'est un peu naze. Et ça, pour l'histoire, ça a été inventé bien après la mort de Marx, par Ziegen, Joseph Ziegen, un auteur marxiste, voilà, que Kautsky reprendra, et c'est lui qui invente le terme de matérialisme dialectique, voilà. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est déjà très avancé dans une période où le matérialisme est devenu comme quelque chose d'hégémonique, on est dans la Seconde Internationale, etc. Et donc, c'est vraiment un terme qui fausse un petit peu la vision qu'on a du marxisme, parce qu'on a l'impression que c'est un matérialisme, et en même temps, ou que c'est une dialectique. Et les deux ne vont pas. Moi, c'est pour ça que j'aime pas trop utiliser ce terme de matérialisme dialectique, encore moins de diamate, parce que voilà, je préfère parler de marxisme comme une philosophie en soi, justement, qui dépasse les catégories de matérialisme et d'idéalisme. Juste pour que vous compreniez, quand on vous a expliqué un peu Kant, la problématique de l'idéalisme comme ça kantien, c'est qu'on s'enferme du coup dans le sujet individuel et qu'on ne comprend pas d'où sortent en fait ces catégories qu'on a en elles-mêmes. Et tout l'intérêt de la pensée marxiste qui va dépasser ça, c'est d'essayer de montrer que cet individu kantien qui nous explique les limites de la connaissance, comment est-ce qu'on peut connaître le monde extérieur et tout ça, est lui-même un produit de l'histoire, un produit d'une certaine classe sociale. C'est pas pour rien que Kant arrive à la fin du XVIIIe siècle, là où la bourgeoisie commence à prendre le pouvoir en Europe. Ça représente aussi un nouveau type de forme personnelle d'individualité, comme dirait Elie Sassem, un nouveau type d'être humain qui est l'être humain bourgeois, rationnel, qui veut s'en référer non plus à des trucs divins, mais à des lois qui ont été votées ou qui ont été prescrites, qui se retrouvent dans le monde bourgeois, quoi. L'idée du marxisme, c'est de remettre ça dans une dynamique sociale et de montrer qu'en fait, cet individu et ces catégories que Kant pensait être des catégories a priori, des catégories donc indépendantes de toute activité humaine, comme si on nous les avait données, Dieu nous les avait données, ou la génétique, ou je sais pas quoi nous les avait données, tout ça que c'était construit socio-historiquement, par le développement de l'espèce, par le développement de la culture et tout ça, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont deux visions, tu sais, soit ils pensent que c'est donné, et puis après la bourgeoisie, comme elle s'en remettra plus à Dieu, tu vois, ils pensent que c'est un progrès. Tu sais que c'est un progrès de l'humanité et que en fait c'est le stade le plus avancé de l'humanité de penser par ces catégories que tu viens d'énumérer. Et en fait toute l'histoire, comme tu dis, du marxisme, etc., ça aura été de dire, mais non, en fait,
J'aime bien comment tu dis un nouvel humain, une nouvelle personnalité. Mais c'est ça, en fait, c'est une nouvelle vision du monde. Voilà. Et cette vision du monde-là, eh ben, en fait, quand on y pense, à un moment donné, elle est naissante. Elle apparaît avec la bourgeoisie au XIe, XIIe siècle, elle est marginale, voilà. Et puis, parce qu'elle a un rapport productif, parce qu'elle résout mieux des problèmes que d'autres sujets collectifs, elle s'impose petit à petit dans la société. Quand elle fait la révolution, elle est tellement hégémonique que, comme tu dis, et c'est ça Kant, hein. On dit souvent de Kant qu'il était très austère, etc. Et il y a une légende qui dit qu'il a arrêté sa marche 2 fois, ouais. 2 fois, dont une fois pour la nouvelle de la prise de la Bastille, tu vois. Et une fois pour la sortie du contrat social de Rousseau. Exactement. Ouais. Voilà. Et donc, et il sait justement, on ne sait pas si cette légende est vraie, sûrement faux, mais en tout cas, il sait le poids de la Révolution française. Et là, à ce moment-là, la pensée bourgeoise, ce mode de pensée, cette vision du monde, ce rapport au monde est hégémonique et tout le monde croit qu'il est factuel. Voilà. Et il faudra l'apparition justement d'un sujet oppositionnel pour dire, mais non, ça, ce n'est pas simplement factuel, véritable, ces catégories-là, ce sont des catégories qui effectivement ont profité à l'humanité, ont permis des choses à l'humanité, mais sont de fait limitées à la bourgeoisie, limitantes à la bourgeoisie, et quand la bourgeoisie est en crise, ces catégories sont en crise. Voilà. Et là, on revient à notre Julien Drey. Maintenant que le génocide et l'offensive israélienne est en crise, eh ben, ça devient beaucoup plus compliqué de défendre justement ce que fait Israël dans la bande de Gaza, quoi. Ouais, et puis on en revient à ce qu'on disait, tu sais, avec l'histoire de la vérité dans la deuxième thèse, là, où il disait que la discussion sur la réalité ou la réalité d'une pensée qui s'isole de la pratique est purement scolastique, c'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité. Bah, quand on est en crise, la pratique ne prouve plus la vérité de ce que dit Julien Drey. Tant que l'offensive était peut-être efficiente, qu'on pouvait imposer au monde le narratif, quoi, la vision du monde. Le narratif, oui, tout ça, et puis que ça avait ça prenait sens en fait pour les gens. Pourquoi pas ça Aujourd'hui, ça ne prend plus sens parce que c'est en crise totale en fait. Tu sais, t'as des gens qui ont pensé qu'il y a des sauts qualitatifs dans l'histoire des hommes, par exemple, entre eux. Ça, c'est les êtres, tu vois. L'humanité, tu sais, elle aurait été dans l'âge des ténèbres, de la magie, tu sais, de la religion, etc. Et puis à un moment, on sait pas, par miracle, elle atteint le siècle des Lumières. Le monde s'ouvre. Mais c'est pas vrai, en fait. Si le monde religieux, le monde magique, le monde animiste, peu importe dans l'histoire des hommes, a été à un moment donné, comment dire, une activité, c'est qu'il permettait aux hommes de résoudre les problèmes qui se posaient. Et c'est la grande phrase de Marx. Ils ne se posent des problèmes que ce qu'ils peuvent résoudre. L'activité de la raison aujourd'hui, telle qu'on l'a aujourd'hui, là maintenant elle est en crise, hein, donc moi je vais dire l'activité marxiste, c'est l'activité la plus, comment dire, efficiente pour avoir le rapport au monde qui résout le plus de problèmes. Mais à un moment, la religion était le cas, à un moment, le mysticisme. Aujourd'hui, quand vous dites, bah non, mais moi, je pense qu'on va prévoir la météo dans les boyaux de poule, tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, tout le monde vous dit, waouh, c'est chaud, quoi, tu vois. Mais à un moment, il faut vous dire que dans l'histoire des hommes, ça a dû fonctionner. En tout cas, ça a fonctionné à une certaine échelle. Ça permettait de tenir, ça avait du sens, etc. C'était significatif. Et ce que tu viens de dire là, à un moment donné, bah oui, on trouve d'autres choses, on imagine d'autres choses, les rapports sociaux changent, les masses des gens changent, les rapports, etc. Et ce qui était significatif dans certaines conditions sociales ne l'est plus. Et donc est remplacé par une nouvelle signification. Et là, on voit la bourgeoisie est en crise de signification. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu racontes parce que c'est vrai à des dynamiques d'histoire et sociale. Et quand tu fais de la médecine ou de la psychologie à une dynamique individuelle, c'est pas forcément vrai en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, ça nous arrive souvent en médecine, tu sais, qui vient de dire ouais, moi j'avais une douleur au dos, j'ai pris tel truc, je sais pas trop quoi, enfin comment ça s'appelle les trucs boirons là Homéopathie. Ouais, de l'homéopathie, j'ai plus mal au dos. Tu vas pas lui dire c'est une connerie, ça marche pas. Tu vas lui dire bon bah très bien, si t'as plus mal au dos, très bien, continue de manger du sucre. Tu vas pas si la personne, tu vas pas faire ça si la personne a un cancer et que t'as la merde en si c'est pour un petit truc et que ça va, tu vois. Et donc à un niveau individuel, tu vois, ça prend pas forcément sens. Par contre, à un niveau de développement général d'une société, tu vas pas dire bah pour le mal de dos, on va donner du sucre aux gens et ça va avoir du sens parce qu'on sait que ça n'en a pas, tu vois. Mais là, tu viens de mettre en évidence une chose. Ça montre que les sujets historiques sont les sujets collectifs. Est-ce que tu peux te permettre de dire à Tartampion ouais, vas-y, prends de l'eau sucrée, tu vois, parce que c'est pas, voilà. Tu ne peux pas te permettre de le faire au niveau de la totalité de la collectivité parce que tu sais que ça posera plus de problèmes que ça va en résoudre. Et c'est ça le saut qualitatif. Tu sais que lui dire prends de l'homéopathie, ça résout plus de problèmes que ça en pose.
Mais le saut qualitatif de passage, comme tu dis, de l'empirique individuel, de l'ontologique, parce qu'il n'y a que ça d'ontologique d'individu, mais de la réalité historique qui n'est pas simplement un fait, comme on vient de le dire, voilà, sociale et collective, tu sais que tu ne peux pas faire ce saut-là de dire, parce que j'ai résolu des problèmes par l'homéopathie avec machin chose, alors je peux le faire à l'échelle collective. Et bien ça, c'est une catégorie fondamentale. Posez-vous les questions de toutes les choses que vous feriez à l'échelle individuelle, mais que vous ne pourriez pas vous faire à l'échelle collective. Et c'est là où vous voyez le rapport entre les deux. Et après, vous faites la même chose. Vous dites, mais si tout le monde se met à prendre de l'homéopathie pour tous soigner, bah, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours ce saut entre une forme de, comment dire, acceptation de comportements individuels tant qu'ils ne sont pas majoritaires et hégémoniques. Il y a des comportements individuels et tout le monde essaye de trancher comme ça. Ouais, mais bon, allez, je trie pas mes poubelles parce que c'est des petits gestes, etc. Mais en fait, tout le monde sait que c'est parce que vous savez que les autres le font. C'est parce que vous savez que les autres le font à votre place. Si vous voyez tout le monde ne pas trier ses poubelles et jeter vos trucs par la fenêtre, vous allez comprendre que votre petit truc de ouais mais non en fait l'individu ça n'a rien à voir avec le social, etc. Ben non, ça marche pas. Et vous voyez, tout ce que vous vous autorisez à votre échelle individuelle qui va pas forcément vers votre idéologie, etc. En fait, c'est de l'hypocrisie intellectuelle. C'est ce qu'on appelle, nous, de la fausse conscience. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien cette phrase de Sartre. Je fus sartrien, mais je suis plus. Mais il avait dit, il n'y a pas d'inconscient. C'est quand il parlait de Freud, il n'y a que de la mauvaise foi. Tu vois. Et ben, en fait, la fausse conscience, c'est un peu l'équilibre entre les deux. Tu vois. T'es pas forcément de mauvaise foi, mais tu sais très bien que quand tu fais un truc, t'as une idéologie qui dit oui, moi je suis pour sauver la planète, qu'il y ait moins de déchets, etc. Et puis que tu balances ton truc comme ça en te disant ouais, mais en fait, les comportements individuels, c'est du jardinage, voilà, etc. Bah, en fait, tu sais très bien que tu te dis ouais, non, mais en fait, dans ma tête, je sais que les autres le font, donc je peux me permettre de faire ce truc-là parce que ça n'aura pas d'effet en termes de masse, quoi. Voilà. Et ben non, en fait, tout ce que vous faites a un impact. Et quand vous voulez vraiment vous poser la question de si c'est efficient ou non, dites-vous un truc. Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde faisait comme moi, tu vois, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde faisait ce que je fais? Et ben vous verrez que les comportements individuels, en fait, sont la réalité ontologique de la réalité sociale. C'est marrant parce que ça me rappelle aussi un truc dans le sport. On fait souvent des métaphores de sport, mais c'était l'équipe, une des équipes au-dessus de moi au basket, donc de gars qui jouaient mieux que moi, qui jouaient vraiment, vraiment bien. Et t'avais un gars, il avait pris 2-3 points. Et je crois qu'il les avait mis. Et le coach l'avait sorti parce qu'il n'était pas censé les prendre. Tu sais, c'est le mec qui prend un 3 points, il y a un joueur ouvert, il pouvait faire une passe facile pour avoir un 2 points. Et tu vois que, ok, individuellement, le mec, il a mis un 3 points, mais il n'est pas censé prendre ce risque, tu vois, surtout dans le sport en basket. Moi, je dis que c'était un bon niveau, mais par rapport à un niveau professionnel, c'est pas un très bon niveau. C'est du basket européen et tout. En réalité, on met énormément de 2 points, tu vois, dans ce genre de truc, tu vois. Et bah, c'est pas parce que tu mets le panier, toi, individuellement, que tu as fait le bon choix pour l'équipe, tu vois. Et le coach, lui, il avait décidé qu'on jouait pas comme ça, en fait. Il avait décidé que s'il y avait un joueur d'ouvert et que tu pouvais faire une passe dans la raquette pour que le gars fasse un lay-up facile et mettre 2 points, tu faisais la passe, tu vois. Tu prenais pas un 3 points contesté, même si tu le mettais, tu vois. Et c'est intéressant aussi de voir la différence de oui, ok, individuellement, ton truc, ça a marché, mais pour l'équipe, en fait, si ça devenait la normalité dans l'équipe de prendre un 3 points contesté quand tu peux faire une passe pour qu'il y ait un 2 points facile, et ben en fait, ce serait de la merde, on perdrait tous nos matchs, tu vois. Et c'est pour ça que le coach te sort et au lieu de te féliciter d'avoir mis 2-3 points, il te dit d'arrêter de faire de la merde et puis de jouer pour l'équipe et pas jouer pour toi pour faire le beau, tu vois. Parallèle parfait, quoi. Exactement, parallèle parfait. Non, mais c'est ça. intéressant, je trouve. Mais voilà, et tu sais que l'équipe compense, quoi. Tu vois, tu sais que l'équipe va compenser, quoi. Et puis tu sais que si quelqu'un d'autre le faisait dans l'équipe, ça te casserait les couilles. C'est ça. Bon, on peut finir parce que ce Jérémy Benaïm, il a l'air, alors je crois qu'il est activiste engagé contre l'antisémitisme, tu vois, la haine d'Israël et le négationnisme. Alors, la négation de la Shoah. Ah non, pas le négationnisme. Alors lui, il est pas contre le négationnisme, il est contre la négation de la Shoah. Par contre, donc il a partagé ce truc de Julien Drey en disant un grand merci à Julien Drey pour ce rappel à la fois très juste et essentiel. Et le lendemain, il partage un employé du restaurant Hamada situé à la rue Al-Weda a publié plusieurs stories Instagram datant seulement d'hier qui montrent une activité intense au sein de son établissement, contredisant ainsi les accusations de famine imputées à Israël. Jugez par vous-même.
Donc il manque un mec qui fait des pizzas, des trucs comme ça, tu vois. Et encore une fois, là, on est dans un truc où le gars, pour essayer de maintenir sa vision du monde totalement dominatrice, il prend un fait individuel. Je sais même pas si c'est vrai, ça se trouve c'est une fake news. Mais admettons, tu vois, c'est pas parce que dans le ghetto de Varsovie, t'avais, je sais pas, une maison où t'avais des mecs qui mangeaient bien parce que c'était des collabos ou je sais pas trop quoi, tu vois, que ça veut dire qu'il y a pas de famine à Varsovie, tu vois. Et le gars, là, il est là-dedans, tu vois. Il préfère croire quelque chose qui va dans son sens à partir d'une story, on sait pas trop ce que c'est, que d'aller dans le sens de la rationalité globale de l'humanité qui aujourd'hui, partout dans le monde, en réalité, sait qu'il y a une famine et un génocide. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne pas du PADU, chaîne de Dr-YT, allez voir Position Revue sur le site. Sur, là, c'est un peu les vacances, TikTok. Là, mais on a des articles qui vont arriver à la rentrée. Sur Insta. Voilà, sur Insta, on a des choses. Et vous nous dites si vous aimez bien quand on digresse sur de la philosophie pendant une plombe à partir de Julien Drey. Vous trouvez une minia, tu sais, qui va avec. Sur ce, on vous dit à plus. Salut.